Mais la ministre a déclaré l'échec, elle a avoué l'échec, c'était pas de manière implicite, c'est de manière publique. Il y a eu, oui, de manière publique, bien sûr. Il y a eu, bien sûr qu'il y a échec. Suite, il y a à peu près, il y a 7 ou 8 organismes économiques internationaux qui ont fait également, qui ont abouti également à ce résultat, qui ont fait des enquêtes en Algérie. Il y a, par exemple, l'enquête effectuée par un organisme anglais et qui place l'Algérie en bas du tableau. Il y a le Forum économique de Davos qui classe l'Algérie en bas du tableau. Il y a, de 2015 à 2016, l'enquête de l'OCDE qui place l'Algérie en avant-dernière place du classement mondial. D'après les organismes internationaux. En 2017, c'était l'UNESCO. Pour l'UNESCO, cette école figure à la 119e place, derrière la Tunisie, derrière le Maroc. Et il y a surtout la Banque mondiale qui a fait beaucoup de rapports sur l'école algérienne et qui mentionne que 68% des élèves redoublent au moins une fois dans leur scolarité. Et puis que certains élèves redoublent 2 ou 3 fois. Et puis finalement, l'Algérie finance presque 2 écoles. Elle finance 2 fois l'échec. Puisque chaque enfant refait. Beaucoup d'enfants refont. Oui. Donc les bailleurs de fonds ne regardent pas de très près ce qu'ils financent. L'échec, on connaît la cause depuis exactement 71. Bon. Il y avait déjà toute une génération en 65-66 qui rejetait le modèle importé. Bon, mais nous ne sommes qu'Algériens, on n'était pas écoutés. Alors, la cause première de cette école, c'est la langue de scolarisation. Cette affaire de langue de scolarisation, on trouve maintenant ce concept, si vous voulez, normal. Mais ce concept est né en 1947. Jamais on ne parlait de langue de scolarisation. C'est la langue simplifiée inventée en 1947, dont les normes sont inventées, décidées en 1947. Avant, on parlait jamais de langue de scolarisation. C'était évident que l'école transmette la langue littéraire, la langue des écrivains, la langue des poètes. C'était l'évidence. Tout d'un coup, on se met à parler de langue de scolarisation parce que pour répondre au projet de l'UNESCO de 1947, c'est-à-dire qui était d'inventer pour les pays colonisés une langue de scolarisation simplifiée, une langue simplifiée pour les maintenir dans la soumission, pour les maintenir dans la domination. Bon. Cette langue de domination, ce projet a été combattu par des intellectuels français. Donc, ce projet est même rentré au Parlement français. Et a été rejeté à l'unanimité, ce qui est extraordinaire. C'est très rare qu'un projet soit rejeté à l'unanimité. Alors, en 1954, c'était en tout cas un collectif d'intellectuels français qui était anticolonial, qui a combattu ce projet et qui a publié un livre collectif qui s'appelle « La langue simplifiée, non ». En fait, il y avait 2 titres. Il y avait la langue élémentaire, non. La langue fondamentale, non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vocables pour ce projet. Moi, c'est moi-même qui préfère choisir la langue simplifiée parce qu'on est mieux compris quand on parle de langue simplifiée. Parce que quand vous traduisez en arabe, vous dites l'aura SSIA, ça peut même paraître bien, vous voyez. Cette langue a été adoptée en Algérie en 1965. Tandis que l'Algérie nouvelle connaît des difficultés internes et externes qui ont parfois des répercussions regrettables sur ses relations avec la France, il est un domaine où la coopération franco-algérienne enregistre un bilan positif, celui de l'enseignement. Au lendemain de la rentrée scolaire, nous avons pu constater que la France est restée présente en Algérie par ses enseignants, sa langue et sa culture. Les 1800 professeurs de l'Office universitaire et culturel français et les 900 professeurs des établissements catholiques ne sont pas les seuls à maintenir cette présence. Cet engagement, elle le tient. Aujourd'hui, c'est un total de 15 000 enseignants français qui assurent plus de la moitié de la scolarisation des élèves algériens. Et dans l'enseignement primaire comme dans le secondaire, le français garde une place prépondérante.
ni brisée. Des bords de la Méditerranée jusqu'aux confins du Sahara, le régime du primaire est le même. 10 heures par semaine sont actuellement consacrées à l'enseignement en arabe et le double, 20 heures, à l'enseignement en français. Dans le secondaire, la proportion passe au quadruple. Et l'Algérie le sait bien, qui continue à apprendre à ses enfants les bons vieux airs de notre pays. Alors, lorsque j'avais écrit mon livre sur Pavlov à l'école algérienne, j'avais cité un des intellectuels français qui avait dit « L'échec de l'enfant est consommé le jour de son inscription dans cette école avec la langue simplifiée. » L'échec est programmé. C'est un peu ce qui explique ce qui se passe. Voilà, exactement. Parce que cette langue simplifiée est portée sur quoi? Quel est le support qui la porte? Eh bien, c'est un support qui s'appelle manuel. Ce n'est plus un livre, parce que... Les manuels scolaires. Oui, parce qu'un livre, par définition, un livre véhicule de la science ou de la culture. Or, avec la langue simplifiée, vous pouvez exprimer ni quelque chose de scientifique, ni l'un ni l'autre. Donc, c'est le manuel. En 71, l'Algérie était l'unique pays à utiliser le manuel. Pourquoi ce cri n'a pas été entendu en Algérie? Pourquoi les intellectuels algériens n'ont rien dit justement par rapport à... Ah, certains ont entendu. Oui. Bon, beaucoup ont entendu, mais ils ont été étouffés, ils ont été malmenés, ils ont été traités d'antinationaux. C'était une époque dramatique. À l'époque de Boumediene, quand même. Oui, 65, 66, 67. Les codes fondamentaux, c'est tout simple, c'est l'importation d'un mode d'organisation. C'est pas de la pédagogie, ça relève pas de la pédagogie. C'est pas de la pédagogie, qu'on comprenne, oui. Oui, c'est l'Allemagne de l'Est. Oui. On a importé de l'Allemagne de l'Est. Oui, malheureusement, ils n'ont pas importé la pédagogie de l'Allemagne de l'Est. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur les pays communistes, mais ils avaient le respect de l'enfant. Et ils ont bien formé leurs enfants. La preuve qu'après l'effondrement du monde soviétique, ils ont pu compter sur leurs enfants qui ont assuré la transition. Et nous, on se retrouve, est-ce qu'on peut réussir à faire des études avec la langue de conversation, la langue de la simplifiée, la langue de la communication quotidienne, avec une liste fermée, 50 mots ou 40 mots, et des mots, et des mots concrets? Est-ce qu'on peut réussir? Non, on ne peut pas réussir, c'est pas possible. Entre-temps, on a eu, en 2008, un texte officiel. La loi est très claire, elle a tranché dans cette politique des langues. C'est l'enseignement, c'est même pas l'enseignement, parce qu'on ne parle pas d'enseignement pour les enfants petits. Parce qu'une réforme, elle apporte quoi? Elle apporte pas les contenus du lycée et du collège. Au lycée et au collège, c'est les sciences naturelles, la physique et la chimie. Les contenus est le même partout dans le monde. Donc, les réformes apportent comment préparer les enfants pour entrer dans les mathématiques, pour avoir accès à la chimie, pour avoir accès à la connaissance aux sciences. Donc, il y a toute une période, non pas d'enseignement, mais de transmission. Toute une période, toute une étape où on donne à l'enfant les moyens. On donne à l'enfant une véritable langue très, 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 très riche qui va lui permettre d'accéder aux sciences. Et pour activer les neurones, aujourd'hui, scientifiquement, ce sont les neurologues qui expliquent cela. Il est très, 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 très important, au point que, par exemple, maintenant, en Europe, certaines écoles, puisqu'on leur laisse la liberté, il y a les grands objectifs, et puis on enseigne même la poésie latine. C'est une langue morte, là. Et pourtant, la poésie latine, ceux qui ont décidé de faire apprendre par cœur aux enfants, de faire mémoriser la poésie latine, vous disent, eh bien, ils seront supérieurs à nous. Ah. C'est beau. Oui. Voilà. Ils n'ont pas dit, ah, le latin, c'est une langue morte, ça va encombrer son cerveau. Non. Moi, j'ai une amie qui a une petite école et qui, elle fait de la transmission. Elle a des étrangers dans son école. Et puis, elle enseigne la poésie kabyle et la poésie arabe.
Et puis elle reçoit un étranger qui est là en Algérie, qui était en Algérie juste pour 6 mois. Elle lui a dit, écoutez, votre petite de 5 ans, elle est là pour 6 mois, c'est pas la peine qu'elle fasse kabyle et arabe. Il lui a dit, mais non, c'est le plus beau cadeau que vous lui ferez. Il y aura quelque part dans son cerveau, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais il y aura quelque chose de très beau. C'est très, très, très important. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Vous voyez? Il faut enseigner Oui, la langue, la culture. la culture. Et la loi parle de transmission d'un patrimoine littéraire. Non, le problème, c'est qu'elle n'a pas été appliquée. Et pourquoi? Le pourquoi, là, alors c'était le texte de loi est un texte d'orientation scolaire. Oui. C'était en 2008. Voilà, en 2009, un texte parallèle d'orientation scolaire. Ça s'appelle Un texte bis. Référentiel général Oui. du programme. Et là, l'objectif de transmission d'un patrimoine disparaît. Donc Il y a ce plus. référentiel a remplacé la loi. Oui, la remplacer la loi, Sur décision de l'ancien ministre, Boubkal Ben Bouzid à l'époque. sans je doute, pense. Ouais. sans doute. Ouais. Alors, non seulement il remplaçait la loi, et impose le manuel comme l'os sans équivoque, c'est-à-dire comme l'os arrangé pour l'enfant.